Bonne et heureuse année à toutes et à tous les bros, c'est Godji et j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. J'ai pas l'habitude de vous quitter autant de semaines, ça me fait très bizarre. J'ai pu me reposer quand même et j'ai pu commencer à prendre de l'avance sur les vidéos de cette année. Bref, cette pause était worse comme on dit. Alors merci de votre indulgence, merci de m'avoir attendu et merci d'avoir continué à soutenir le grand projet qui était de résumer l'intégralité de One Piece. Vos commentaires encore aujourd'hui sont toujours autant touchants et motivants. Merci, voilà, c'est tout, merci, vraiment. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1171 signant enfin la fin du flashback de Loki et qui comportera aussi une partie du chapitre 1170. Vu que je ne l'ai pas fait, cette vidéo sera concise avec des informations claires, condensées et nous irons droit au but, droit à l'essentiel, pas de tournage autour du pot aujourd'hui. Vous découvrirez absolument toute l'analyse complète sur le pouvoir de Loki, son fruit du démon, celui de Ragnir et les véritables capacités que ce monstre peut cacher si ma théorie sur Nidhogg se confirme enfin. Nous allons aussi parler d'Imu et le lien vital qu'elle entretient avec ses guerriers divins ainsi que l'étrange révélation qu'elle a fait sur Elbaf et le dit. En bref, vous verrez une nouvelle review haute en couleur. Alors les bros, pour cette nouvelle année et ce retour des vidéos, explosez les likes et dites-moi précisément en commentaire à quel chapitre vous pensez que l'arc d'Elbaf va se terminer. Celui qui s'en rapprochera le plus gagnera mon éternel respect. Et ça, waouh, quelle folie. Merci à vous à nouveau et profitez bien de cette review. Comme je le disais en introduction, ce chapitre signe enfin la fin d'un flashback long de plus de 6 mois et honnêtement, à part quelques petites longueurs par-ci par-là, les gars, on a quand même vécu une partie de l'histoire de Chebek, là, vous vous en rendez compte? Bon, en tout cas, c'était globalement exceptionnel et j'espère que vous aurez kiffé. On va aller assez vite à l'essentiel dans cette review, comme je vous disais, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui, surtout que j'ai pas fait le dernier chapitre, donc je vais devoir revenir sur certains points de ce dernier. Donc, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1170, Loki est parvenu à vaincre son père Harald, entièrement possédé par Imu, une prouesse exceptionnelle, quand même Gaban et Shanks n'arrivaient pas à le blesser sérieusement. Nous avons aussi la confirmation définitive que le Haki des Rois est la clé pour vaincre les pantins d'Imu, mais aujourd'hui, une autre particularité se révèle puisque Imu semble être très affectée après la mort d'Harald. En fait, c'est comme si Imu elle-même avait subi les dégâts qu'Harald a encaissés de la part de Loki et de ce fait, elle refuse catégoriquement de renvoyer d'autres chevaliers divins à Elbaf. Je pense que vous l'aurez alors compris comme moi, mais je vais quand même creuser le sujet. La mort d'un chevalier divin impacte directement la vie d'Imu. Je m'explique. La base, c'est que Imu semble donner de son pouvoir à ses sbires pour leur conférer immortalité, surpuissance, transformation, en bref, tout ce qu'on a vu chez les chevaliers divins et Gorosei. Ce pouvoir, elle semble le donner car elle semble aussi le reprendre. Harald est devenu chevalier divin face à Imu qui a transformé sa marque, obtenant sa nouvelle puissance. Saturne est retourné à l'état de poussière, désintégré après avoir échoué. Sauf que dans ces deux cas-là, c'était une volonté d'Imu et Imu n'a semble-t-il subi aucun contre-coup. Et là, nous voici aujourd'hui dans ce chapitre après que Loki ait tué Harald, Imu est blessé, meurtri. Alors qu'est-ce qui a bien pu changer? Je vais vous le dire, moi ce qui a changé, c'est que c'est quelqu'un qui a tué Harald et à coup de Haki des Rois avancé. Voilà la vraie différence. Tout comme lorsque le Haki des Rois de Joy Boy a été libéré pour repousser le Gorosei et blesser Imu, le Haki des Rois de Loki a été suffisant pour vaincre et pas seulement blesser un chevalier divin. Il a été pour atomiser le plus puissant de tous les chevaliers divins, le roi d'Elbaf, sang de géant antique, boosté par Imu. En plus de comprendre très facilement pourquoi Imu aurait été impactée directement et physiquement par cette défaite, on comprend aussi pourquoi elle ne voulait pas envoyer d'autres chevaliers divins, il se serait fait tuer et en plus de ça, elle aurait subi de nouveaux dégâts supplémentaires. Donc pour faire vraiment très simple, si ces sbires à qui elle donne de son pouvoir meurent avant qu'elle ne récupère ses pouvoirs, comme pour Saturne, eh bien elle perd des points de vie, elle subit des dégâts et c'est peut-être l'une des façons de venir à bout de Nerona. Là aussi c'est assez simple, Imu est incontestablement le personnage actuel le plus puissant de One Piece. Au-delà de Luffy, les empereurs, les amiraux, Pierre, Paul, Jacques, on s'en cogne, Imu trône au-dessus d'eux. Non pas parce qu'elle a été capable de nullifier l'attaque de Sabo sur Maréjoise et de se transformer en immense dragon noir, ou qu'elle peut prendre le contrôle de Gunko pour transformer les géants en démons. Non, ça c'est presque rien en fait. Là où Imu est impressionnante, c'est qu'elle parvient à avoir autant de puissance alors qu'elle a conféré de son pouvoir à 13 personnes. Si on en croit les mots du Gorosei au chapitre 1167, qui disait que seules 13 personnes ont passé un véritable contrat avec le dieu de ce monde, donc Imu. Ça veut dire que la puissance d'Imu est fragmentée et répartie entre 13 personnes. Elle n'est pas complète, pourtant et de ce qu'on a vu, elle est surpuissante.
La suite est assez logique, soit il va falloir vaincre Ymue à son plein pouvoir après qu'elle ait réabsorbé les 13 dons qu'elle a conférés à ses guerriers, soit il va falloir vaincre les 13 chevaliers divins pour espérer vaincre Ymue et l'affaiblir. Je sais pas si dans la fiction ou dans la mythologie un principe pareil existe, à part peut-être les Horcruxes d'Harry Potter, mais en tout cas, j'ai vraiment aucun mal à imaginer ce scénario. La puissance d'Ymue est divisée dans tous ses sbires. Et si elle parvient vraiment à les absorber, alors elle sera invincible. Vraiment. Ok, eh bien on peut déjà passer à la suite. Ça ne sera passé à la trappe pour personne. Ymue déclare ouvertement que Elbaf est le dit. Comment, dites-moi comment, Oda a réussi à révéler un tel truc tout en nous laissant dans un flou aussi gros? Parce que là on a bien la sensation que l'information est gigantesque, mais concrètement, ouais, on en fait quoi? Et d'un autre côté, c'est pas si étonnant que ça. Non. Depuis plus d'1 an maintenant, voire même 2 ans en fait, on sait que les géants d'Elbaf ont comme dieu vénéré le dieu soleil Nika. Nika étant l'ennemi du gouvernement et incarné chez les dits comme Joy Boy et Luffy, on se doute que tous les pays associés au symbole de ce dieu soleil sont aussi des dits ou au moins liés à eux. Et je pense précisément que c'est ce qu'Ymue sous-entendait aujourd'hui. Si Elbaf est dit, c'est probablement car des membres de cette lignée y vivent, peut-être même des membres que l'on connaît tels que Loki et même Harald. Pensez-y surtout pour Loki, il sourit tout le temps, il rigole, il a une destinée exceptionnelle, une puissance à détruire le monde. Il est l'élu d'Elbaf et se prend pour le dieu soleil. À quel moment ce type ne pourrait pas être un dit? Dites-moi, vous croyez que c'est fini, que tous les dits ont été dévoilés? Non, non, non les potos. Si Elbaf est dit, alors Wano Kuni est dit, tout comme l'île des hommes poissons. L'île des géants a sûrement des secrets bien précis et particuliers sur ce clan, mais ça n'enlève en rien à la continuité logique et scénaristique d'intégrer des membres de ce clan antique dans tous les pays les plus importants de l'histoire pour justement faire un lien avec l'histoire du siècle oublié qui va orbiter autour de ce clan. C'est pas pour rien qu'il y a peu, même des familles royales telles que les Nefertari se sont révélées en tant que dits. Donc derrière ce reveal, il y a à la fois de la surprise, mais pas trop non plus, et je vous le dis, Loki est un dit. Voilà, on pose ça là, même si je crois déjà l'avoir dit par le passé. Un autre truc m'a interpellé dans cette partie du discours de Ymue, c'est comment elle voyait Harald et comment elle parlait de lui. Comme si elle connaissait bien les géants antiques et leur caractère et leur réputation et qu'elle voyait en Harald une forme d'exception à l'opposé de ces derniers. Ça semblait lui plaire, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ensuite, il y a cette phrase qu'elle dit et qui m'a marqué, Mu suppose que l'histoire ne ment jamais. Nous ne sommes pas faits pour travailler main dans la main. Au-delà du fait qu'elle ait besoin des géants pour son objectif, elle mentionne l'histoire comme étant une partie ancienne qu'elle subit, alors que pour nous, l'histoire, c'est Ymue elle-même qui l'a écrite. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai l'impression qu'Ymue ne fait que perpétuer, elle aussi, une volonté qu'elle a héritée il y a plus de 800 ans. Et déjà à l'époque, elle apprenait de l'histoire que les géants et les géants antiques étaient spéciaux dans leur monde et dans son propre objectif à elle. On peut alors imaginer que si Oz était considéré comme le transporteur de continents et qu'il pouvait déplacer des îles, les très anciens géants antiques qui étaient des légendes même pour Ymue avaient aussi cette particularité et donc qu'Ymue voulait s'allier à ces géants pour littéralement remodeler le monde à sa guise, reformer les terres et les pays. L'explication de ce désir qu'aurait Ymue se trouverait purement et simplement dans ce qu'elle est, le monde. Ymue est le monde dans sa splendeur, dans sa corruption, mais aussi et peut-être dans sa formation. Et elle voulait contrôler les peuples en les regroupant dans une seule et même terre formée par les géants antiques, qui sont les seules créatures capables de déplacer des îles. Ce qui expliquerait aussi pourquoi elle a voulu créer les ponts de Tequila Wolf, les ponts de Wolf en fait tout simplement, car c'est grâce à eux qu'elle pouvait relier tous les pays entre eux si les géants antiques ne pouvaient travailler avec elle. Bon, voilà, cette partie est peut-être un peu extrapolée, alors si je dois revenir à la base de notre questionnement qui est pourquoi Ymue dit qu'Elbaf est lié au dit, c'est tout simplement car c'est un pays autrefois allié à Joy Boy et l'Ancien Royaume. Voilà tout. D'ailleurs, pour aller plus vite, regardons la fresque d'Elbaf. Toutes les races qui sont aux côtés de Joy Boy Nika sont pour moi des civilisations liées aux dits, que ce soit les Lunarians, les géants, les hommes poissons, les samouraïs de Wano ou même encore les Mix. Moi, j'ai toujours été partisan de voir apparaître des dits un petit peu partout et je persiste à penser que ça sera vraiment le cas en arrivant vers la fin de l'œuvre quand le monde découvrira véritablement ses origines. Des membres du clan des dits surgiront des ombres et se révéleront enfin. Les Nefertari ne sont que le début, j'attends désormais les Kozuki, des boucaniers, des géants comme Loki et bien entendu la famille de Shirahoshi ainsi que certains Lunarians. Harald était le centre du flashback, mais avec la fin de ce dernier, nous nous recentrons enfin sur celui qui méritait vraiment de rétablir la vérité sur son histoire. Loki, le prince maudit. Alors on va faire un récapitulatif de ce qu'il s'est passé dans ce chapitre, mais aussi dans le précédent. Loki a consommé le fruit légendaire d'Elbaf qui était protégé par Ragnir, le marteau écureuil. Pour sûr, un Zwan mythologique, ce nouveau pouvoir a permis à Loki
de venir à bout de son père. Aujourd'hui, retour au présent, Loki semble pouvoir voler mais possède aussi des capacités élémentaires en gelant le monstre des cauchemars tombé dans le monde des enfers grâce à son attaque Niflheim. Maintenant, et avec tout ça, on doit comprendre comment fonctionnent les pouvoirs de Loki, refaire tous les liens entre eux et surtout pourquoi ma première et principale théorie sur le fruit de Loki se confirme de semaine en semaine. Wow les gars, depuis le chapitre 1130, depuis plus d'1 an, j'affirme et je maintiens que Loki a mangé le trésor national d'Elbaf qui est le Zoan mythique du Nidhogg. Alors oui, ok, faut être prudent. Tant qu'il n'y a pas la confirmation textuelle, rien n'est certain. Et quand même, là avec les semaines de pause, j'ai vu défiler tout un tas de discussions autour de ce fruit du démon et le Zoan de Nidhogg devient subitement le plus cité de tous. Ce qui est cool finalement, de voir que les gens commencent à penser comme moi. C'est que je suis peut-être sur la bonne voie depuis tout ce temps. Et j'ai même envie de dire qu'avec toutes ces dernières révélations et ces nouvelles révélations, on doit compléter cette théorie car je laisse moins d'1 mois à Oda pour nous présenter officiellement ce fruit. Pourquoi Loki aurait le Zoan de Nidhogg et quel pouvoir cache vraiment ce fruit légendaire d'Elbaf d'après ce que nous révèlent ces derniers chapitres. Bon, déjà, très rapide topo de pourquoi Loki serait Nidhogg depuis le chapitre 1130. Nidhogg est un serpent dragon de la mythologie nordique, vivant enchaîné, emmêlé dans les racines de l'Yggdrasil, l'arbre-monde. Dans One Piece, l'arbre-monde, c'est l'arbre d'Adam d'Elbaf, et Loki se retrouve enchaîné à sa base. De plus, Nidhogg est un reptile intimement lié aux enfers, ce qui correspond avec le nom de la zone d'Elbaf dans laquelle Loki a été emprisonné, le royaume des morts. Et pour finir, j'associais à tort malheureusement Nidhogg au serpent rouge sang de One Piece et des mythes géants. On découvrira plus tard que c'est en réalité Redline, donc rien à voir, mais c'était quand même un argument. Alors justement, quels sont les nouveaux arguments depuis le début de cette théorie jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu les traces de griffes dans le palais royal d'Elbaf, lieu du combat entre Loki et Harald. Je disais que c'était possiblement les traces de Loki après avoir mangé son fruit du démon, des traces de griffes draconiques. Ensuite, très grand moment, les cauchemars des enfants d'Elbaf mentionnant tout un bestiaire de créatures des mythes nordiques, dont notre très cher Nidhogg, surnommé le dragon du tonnerre. Ça tombe à pic, puisqu'au même moment, chapitre 1142, Loki s'empare de Ragnir et frappe l'arbre d'Adam pour invoquer un éclair qui tombera sur Elbaf. Et finalement, la révélation de ses véritables yeux, Loki a des pupilles semblables à celles des reptiles et des dragons. Donc voilà, avant les derniers chapitres, on en était là et aujourd'hui, tout s'est envolé. Loki a bien consommé le fruit d'Elbaf qui est un Zoan, probablement mythique, et son apparence le rapproche d'un dragon avec des griffes d'une taille extrêmement imposante et même des cornes et des pics sur le dos qui rappellent le dragon au sommet de l'arbre du Harley, la fresque présente à Elbaf. Loki sous-entend pouvoir voler en disant à Erudine d'avancer sans lui et qu'il les rejoindra, ce qui correspond d'ailleurs à un de mes arguments de la review du chapitre 1149 où je vous disais que Loki allait avoir un fruit du démon lui permettant de voler et qu'il remonterait au royaume du soleil face à Ymue avec le groupe de Luffy. Et puis Loki utilise la technique Niflheim face au monstre de ce chapitre, rappelant encore et toujours le lieu où vit Nidhogg dans les mythes nordiques, dans les racines de l'arbre-monde à Niflheim. J'en profite pour faire une parenthèse sur Ragnir se révélant être finalement un marteau écureuil et qui là aussi apporte un certain argument à la théorie de Nidhogg, puisque l'écureuil dans les mythes nordiques se trouve être Ratatosk, le messager entre le dragon Nidhogg et Vidofnir, l'aigle se trouvant au sommet de l'Yggdrasil. Donc en plus de se trouver pile poil là où il faut, entre les trois mondes, Ragnir et Ratatosk sont terriblement proches de Nidhogg et Loki, tout comme il doit exister au sommet de l'arbre d'Elbaf, un homme ou une créature rappelant l'aigle Vidofnir et qui doit être intimement lié à Loki et Ragnir. Pour terminer avec Ragnir, comme je vous en parlais dans ma review du chapitre 1169, il existe une vraie et solide possibilité que ce fruit du démon ait subi la technologie du siècle oublié, une technologie plus avancée que celle de Vegapunk, et qui a combiné le Zoan de l'écureuil avec un marteau. L'inverse, un écureuil ayant mangé le fruit du marteau, est très peu probable, déjà car un fruit d'une arme aussi précise n'existe pas à notre connaissance. Baby Five a bien tout un armement, un arsenal, jusqu'à présent aucun ne s'est présenté avec le paramecia du katana. Et deuxième chose, que ce soit Fungfried ou Lasso, ces armes vivantes sont en réalité des armes à qui des pouvoirs de Zoan ont été attribués, celui respectivement de l'éléphant et du chien. Donc il est plus que logique que Ragnir ait le même scénario, un marteau avec un Zoan. Voilà donc la parenthèse pour Ragnir est close, pareil pour Loki et son lien avec Nidhogg qui me semble aujourd'hui, et avec ces nouveaux éléments, plus qu'évident. Alors c'est très cool, mais là on arrive justement au moment de l'analyse où peu importe son fruit du démon, nous devons tenter de comprendre quels sont ses pouvoirs mais aussi son utilité, et là, il y a encore largement de quoi dire. Quand on commence un peu à cumuler tous les pouvoirs présentés par Loki ces derniers temps, on arrive à un amalgame d'informations vraiment difficile à traduire. Loki peut utiliser la foudre mais aussi le gel comme présenté dans ce chapitre, et à en juger son combat contre Harald, il semble avoir une certaine intangibilité dans sa forme Zoan puisque les coups de son père semblent l'avoir traversé sans infliger de dégâts. Et pour finir,
Ragnir. Ragnir apporte une incroyable complexité au pouvoir de Loki, puisqu'on peine à distinguer ce dont est véritablement capable cette arme ou non. Donc pour essayer de comprendre un peu mieux, on va analyser les principes des Zoans mythiques. Les Zoans mythiques se distinguent largement des autres catégories de Zoans car ils ont ce que j'appelle des capacités supplémentaires. En gros, c'est comme si les Zoans mythiques étaient la combinaison d'un Zoan avec un autre fruit du démon, Logia ou Paramecia. On prend le cas de Katarina Devon, elle est le Kitsune, mais aussi peut changer son apparence en fonction des gens qu'elle touche, comme Bonclé qui est un Paramecia. Luffy c'est Nika le dieu de soleil et il a les aptitudes d'un Paramecia caoutchouteux. Kaido c'est un dragon qui peut contrôler le climat comme un Logia, et bien sûr Yamato est un loup capable d'invoquer de la glace. Donc oui, les Zoans mythiques ont des capacités spéciales et particulières, les rendant bien plus puissants que toutes les autres catégories de fruits du démon. Loki et Ragnir ne doivent alors pas être très différents et eux aussi avoir des particularités. Il y en a déjà une que je voudrais vraiment noter, c'est donc l'intangibilité de Loki dans sa forme Zoan. Aucune véritable certitude, mais dans le chapitre 1170, il me semble que lorsque Harald le tranche avec son arme, l'attaque lui passe à travers, ou en tout cas si elle le touche, elle ne lui laisse aucune cicatrice visible puisque après sa détransformation, Loki n'a aucune coupure ou blessure. Ce qui signifie que le Zoan de Nidhogg, on va l'appeler comme ça, pourrait être intangible et constitué d'un élément à l'image de Marco le Phénix, intangible de par l'élément de feu qui le compose. L'élément de Nidhogg pourrait être plusieurs choses, moi j'ai une préférence pour l'élément des ténèbres ou des ombres ou de l'obscurité, ça reste quand même un dragon de l'apocalypse, c'est aussi une créature du royaume des morts et les ténèbres sont bel et bien une énergie du monde de One Piece comme en témoigne le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Justement, la particularité de Nidhogg serait que ces ténèbres ou son obscurité à lui soient vraiment intangibles, contrairement à Barbe Noire qui a le seul Logia au monde à ne pas lui conférer cette intangibilité physique classique des Logia. Donc voilà pour cette partie-là du pouvoir de Loki, mais c'est pas fini. Vous aurez évidemment compris que depuis qu'il a consommé ce fruit et récupéré Ragnir, Loki a la capacité de déclencher les éléments en faisant tomber la foudre ou la givre. Le problème c'est qu'on ne sait pas qui du fruit de Ragnir ou du fruit de Loki provoque ces attaques. Déjà, et admettons que Loki est vraiment le fruit de Nidhogg, je pense que les attaques de foudre viennent de lui, de ce fruit. Car si vous vous en souvenez bien, Nidhogg est représenté comme le dragon du tonnerre dans le folklore d'Elbaf. Pour le givre de ce chapitre, c'est plus difficile car Loki annonce l'attaque de Ragnir avant de frapper et de geler le Drogur, ce qui me conforte dans l'idée que ce pouvoir glacial vient de Ragnir, sauf que il y a deux petits soucis. Déjà, l'attaque Niflheim a davantage de sens chez Nidhogg plutôt que Rathatos, que l'écureuil incarné en Ragnir, tout simplement parce que l'écureuil, lui, ne vit pas dans cette zone de l'arbre monde, mais c'est surtout pour autre chose que le givre a du sens comme capacité du fruit légendaire d'Elbaf, la Galela. Nous le voyons bien dans l'attaque de Loki, le Drogur est entièrement gelé et ce, en une seule attaque, pourtant il est 3, 4, voire même 5 fois plus grand que Loki qui est déjà plus grand que tous les géants d'Elbaf. Et ça tombe bien puisque la Galela, ce groupe légendaire de charpentiers géants recherché par Tchebek et pouvant apparemment participer à la destruction de Marie-Joise, eux aussi étaient gelés. Et plus encore, toujours d'après Tchebek, dans le chapitre 1166, c'est Harald qui a le pouvoir de les réveiller, mais surtout encore d'après Tchebek, c'est Harald qui devait consommer le fruit légendaire d'Elbaf, celui aujourd'hui consommé par Loki. Ce qui résumé fait que pour libérer les géants de la Galela, il faut le fruit d'Elbaf. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit un hasard qu'aujourd'hui, une fois Loki libéré, un pouvoir de glace aussi puissant nous soit révélé. Là où je veux en venir, c'est que la Galela a probablement été conservée volontairement par l'ancien utilisateur du fruit d'Elbaf il y a des siècles. Seul l'utilisateur de ce fruit et de son pouvoir de glace a la capacité de dégeler et libérer la Galela. C'est pourquoi depuis tout ce temps, jamais personne n'est parvenu à les réveiller et pourquoi seul Loki peut le faire aujourd'hui. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Ragnir semble avoir un impact mineur dans cette histoire et pourquoi tous les éléments sont provoqués et générés par le Zoan de Loki. Mais voilà, Ragnir fait quand même partie du tableau, surtout quand il était le gardien de ce Zoan. Donc le meilleur compromis que je peux imaginer, c'est que Ragnir est l'extension de la puissance du fruit d'Elbaf. Ce n'est pas lui qui génère les éléments, mais c'est grâce à ce marteau que Loki peut les canaliser, les contrôler et les infliger à ses adversaires. En fait, on aurait affaire à un cas un peu similaire à Fujitora, finalement, qui utilise son Zushi Zushi no Mi, le fruit de la gravité, avec l'extension de son Yakuza Kasen, sa canne épée, qui est d'ailleurs l'une des 12 plus grandes lames du monde. Ce n'est pas l'arme qui a ses pouvoirs, mais c'est avec cette arme que Fujitora combine son fruit, tout comme Brook, d'ailleurs, utilisant ses pouvoirs de glace après l'ellipse, à travers sa canne épée également. Et bien pour Ragnir et Loki,
ça serait exactement la même chose. Parce que très sincèrement, j'arrive pas à imaginer comment Ratatosk Ragnir peut invoquer du givre, même si, comme je le disais plus tôt, il peut être à la fois un zone mythique tout en ayant des capacités élémentaires spéciales. Et oui, Ragnir, la transformation en écureuil, tout ça, ça va forcément cacher une utilité supplémentaire, une importance particulière, en plus d'être le chopper de Loki. Mais honnêtement, à ce stade-là, c'est impossible à dire vu que la créature mythique dont il est inspiré n'a strictement aucun pouvoir particulier si ce n'est la vitesse. Si je dois conclure là-dessus, je dirais que Ragnir est une extension du pouvoir de Loki, un amplificateur même, mais que le fruit légendaire d'Elbaf est bien celui qui cache toute la puissance élémentaire que Loki a eu l'occasion de nous dévoiler ces derniers chapitres. Bon, c'est bon, on a largement assez parlé des pouvoirs de Loki, on va terminer par deux sujets. Le premier, c'est son voyage en mer. Et oui, Loki a révélé que lui et d'autres géants de la garde royale d'Elbaf ayant assisté à la folie d'Harald ont pris la mer pour détruire le monde et se venger du gouvernement d'Imu. On comprend alors facilement aujourd'hui que si Shanks l'a arrêté et emprisonné sur Elbaf, ce n'est pas pour son mal, mais au contraire pour son bien. Il lui a sauvé la vie, mais l'a aussi protégé pendant de longues années. C'est probablement la seule fois qu'un emprisonnement de Loki a pu lui être bénéfique. Shanks savait que Loki allait avoir un grand rôle le jour venu et il l'a emprisonné jusqu'à l'arrivée de celui qui pourra guider ce dieu. Ce guide, eh bien, c'est Luffy. Donc Shanks n'en veut pas à Loki et s'il l'a capturé, c'est pour le préserver pour le jour venu, un jour qui est arrivé aujourd'hui. D'ailleurs, je parle très bien de ce scénario dans la même vidéo théorie où je vous expliquais la théorie Loki, Nidhogg et Shanks, ancien chevalier divin marqué sur le bras par les abysses. Cette vidéo de l'année dernière retrace une très grande partie des événements d'Elbaf et la théorie de Loki en fait justement partie. Je vous conseille d'y jeter un œil. La deuxième chose que je veux vous parler, c'est l'attaque de Loki. Alors non pas pour parler de son effet, etc., mais plutôt de ses kanji, qui signifient littéralement le monde originel. Je trouve ça très important et intéressant, puisque vous ne vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais c'est un écho direct à ces paroles du chapitre 1131, mais aussi à la révélation du Harley au chapitre 1138. En gros, dans ce chapitre, vous vous souvenez qu'on parlait d'un total de 3 mondes. Nous sommes dans le 3e et Joy Boy se trouvait apparemment dans le 2e. Mais la révélation était qu'il y avait un premier monde, un cataclysme mondial existait déjà bien avant Joy Boy, bien avant le siècle oublié, un monde que l'on pourrait appeler le monde originel. Et bien du coup, si on combine le kanji de Niflheim et les dires de Loki au chapitre 1131, on comprend alors que le premier monde de One Piece était un monde gelé, un monde de glace, car Loki disait dans ce chapitre, je cite, « Ces montagnes existent depuis des milliers d'années dans notre mythologie, on appelle cet endroit le premier monde, ici le soleil est mort. » Loki parle du royaume des morts, celui où il s'est retrouvé enfermé toutes ces années, un royaume gelé. Ce qui veut déjà dire que Elbaf existait il y a des milliers d'années, ça ok, mais sûrement que l'île et son arbre d'Adam n'étaient pas autant développés qu'aujourd'hui et peut-être que l'unique royaume d'Elbaf se trouvait autrefois là où se trouve aujourd'hui le royaume des morts. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, que la Galela, ce groupe de géants, n'ont pas vécu durant le siècle oublié de Joy Boy, mais encore des milliers d'années auparavant et qu'ils ont été gelés durant cette période du premier monde glacé. Tout ça aussi pour dire que petit à petit on crée un contexte dans la chronologie du monde de One Piece et l'ajout d'un nouveau monde justement m'intéresse d'une façon dont vous ne pouvez pas imaginer, surtout quand ça refait un lien avec des paroles de Loki passées un peu à la trappe lors de son introduction il y a de cela plus d'1 an. Bon écoutez, parlons du dernier sujet de cette review, Gaban et Sanji. Donc, c'est bon, ça y est, les protagonistes se réveillent de leur flashback long de 6 voire 7 mois et s'apprêtent enfin à retourner au royaume du soleil, là où Imu est apparu. Ça veut dire littéralement qu'ils vont tous affronter Imu et les chevaliers divins, mais surtout qu'ils vont devoir dévoiler un pouvoir qui les repoussera tous d'un seul coup. Ce pouvoir, après révélation de la puissance de Loki, pourrait donc venir de lui. Dans le chapitre d'aujourd'hui, Imu se demandait qui sur Elbaf était capable de vaincre Harald, générant une forme de peur en elle. Eh bien cette question trouvera vite une réponse dès les prochains chapitres. Elle va réaliser qui est Loki, comment et pourquoi il est plus prometteur que son père et surtout pourquoi il va représenter un véritable problème pour elle et son plan, tant il est exceptionnellement dangereux. Alors je pense pas que ça se passera comme ça, mais j'ai presque la sensation que Imu pourrait utiliser un truc pour immobiliser, voire même kidnapper Loki, et que désormais l'objectif sera de le secourir ou de le retrouver. En fait, je me dis que le gouvernement, Imu, tout ça, ils devront quitter Elbaf avec au moins un petit truc, un petit quelque chose qui font que ils ont accompli une part de leur objectif. Là, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait de notable, c'est pourquoi je pensais à cet enlèvement. Ça serait redondant avec l'état de Loki depuis son introduction, mais effectivement, il se pourrait qu'Imu utilise une énorme partie de son pouvoir pour l'immobiliser et le récupère. En tout cas, si je suis pas convaincu à 100%, ça me paraît quand même être l'un des scénarios un peu probables. Finalement, là où je voulais
voulais en venir, c'est sur la partie Gaban et Sanji. Vous l'aurez vu, Sanji en grand prince porte Gaban et Chopper pour se rendre au royaume du soleil afin de retrouver son fils tout là-haut. Au-delà de la symbolique de l'aile du futur roi des pirates qui aide l'aile de l'ancien roi des pirates et que l'un dans l'autre, Sanji et Gaban semblent être similaires sur des points très importants de leur personnalité, tels que l'amour qu'ils portent aux femmes, il y a aussi cette histoire de Haki des rois. On savait pas trop ce qu'allait être la position de Sanji à ce sujet, mais après la confirmation que Gaban possède aussi ce pouvoir, le doute n'est plus permis, Sanji doit aussi l'avoir et c'est une évidence, la même évidence que si Rayleigh avait le Haki des rois, Zoro devait l'avoir à son tour. Donc contrairement à Zoro qui débordait de Haki des rois au point que Luffy même le notifie, Sanji lui doit le débloquer, il doit l'éveiller et ce moment entre Gaban et lui durant la traversée d'Elbaf pourrait peut-être lui servir à comprendre comment l'utiliser ou du moins comment réveiller ce pouvoir. Des conseils, une vision, un exemple, je me dis que le moment est parfait pour Sanji d'en apprendre plus sur cette capacité par son équivalent de l'ère de Roger et encore plus quand il se dirige vers des monstres qui demandent l'utilisation bien précise de ce haki pour être combattu. Voilà, donc c'était une petite aparté, je persiste à penser que Sanji aura ce haki et que ce moment à la fin du chapitre est le début d'un nouvel et bref apprentissage sur ce sujet pour lui. Et bien voilà les bros, on arrive doucement sur cette fin de review, je suis désolé, normalement il y a l'habituel courrier de Goji, le live et sa rediff, mais exceptionnellement j'ai rien pu faire de tout ça cette semaine, promis on se rattrape dès le prochain chapitre. En attendant, moi je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année et on se dit à dans 2 semaines pour la review du prochain chapitre. Peace les bros, prenez soin de vous et de vos proches.